Nous allons l'aborder dans quelques instants avec le docteur Mona Dreville qui nous a accordé une interview justement quant à l'application de cette technique pour certaines maladies, notamment en cardiologie. Nous avons avec nous le docteur Roch, François Roch, voilà, qui est professeur donc et président de la commission médicale d'établissement. Bonsoir, professeur Roch. Bonsoir. Merci d'être avec nous et d'avoir accepté de répondre à nos questions. On va peut-être une question en préambule qui a été posée à ceux qui sont autour de la table aujourd'hui en Guadeloupe. De votre côté, est-ce que vous estimez que toute cette polémique, cette rivalité entre guillemets qui a prédominé ces dernières semaines entre la Martinique et la Guadeloupe est un peu derrière nous? Est-ce que le débat est apaisé? Écoutez, moi je pense que ce qu'il faut c'est regarder de l'avant, qu'est-ce qu'on va faire de bien ensemble et essayer de faire mieux que ce qu'on a fait par le passé. Pour ce qui est de l'installation de cette technologie dans nos territoires, quelles sont les conditions sur un territoire donné d'installation technologique qui, on l'a précisé il y a quelques instants, qui fait appel à la matière radioactive, docteur Roch. Est-ce que prévoit peut-être les dispositions du gouvernement pour cette installation en général, quel que soit en Guadeloupe, en Martinique ou alors dans un autre département de France? Oui, alors dans toutes les nouvelles qu'on a, il y en a un certain nombre qui sont bonnes. La situation qui était dramatique et qui a été bien relevée par la population guadeloupéenne, et au passage je salue tous ceux qui se sont mobilisés sur ce sujet en Guadeloupe, c'est que de ne pas avoir un TEP-scan, ni en Martinique, ni en Guadeloupe, ni en Guyane, était un véritable problème. Donc je pense que de ce point de vue-là, quel que soit le montage final qui sera réalisé, on sait qu'on aura la possibilité pour les patients de la Guyane, de la Guadeloupe et de la Martinique d'avoir accès au TEP scanner, et ça c'est vraiment une bonne nouvelle. Qu'est-ce que ça prévoit en fait? Quelles sont les conditions, pour revenir sur la question de départ, par rapport à une population donnée, par rapport à un territoire donné? Est-ce qu'il y a des conditions particulières pour installer un cyclotron et un TEP scan? Il y a des statistiques nationales. Si vous voulez, par exemple, si on se réfère à la population française, vous avez 22 cyclotrons pour un peu plus de 100 TEP scanners installés en France. Donc voilà, on a un cyclotron pour entre 3 et 4 millions d'habitants actuellement sur le territoire national. Et nous avons été oubliés dans l'affaire. Et nous avons été oubliés dans l'affaire. En fait, la situation est beaucoup plus compliquée pour les territoires ultramarins parce que nos dimensions de territoire sont plus petites. Et donc, il faut gérer des projets qui sont plus collectifs, qui sont complexes à monter. Et c'est vrai qu'avec un bassin de population comme celui de la Martinique pris tout seul, on gère pas dans de bonnes conditions un programme qui associe à la fois un cyclotron et un TEP scanner. On va revenir dans quelques instants sur les différents projets et aussi sur la situation même et pourquoi est-ce que finalement on a pris autant de retard. On va revenir à vous, Jean-Louis Boucard. Pourquoi il a fallu finalement la mobilisation citoyenne pour que les politiques puissent, et surtout les collectivités, et notamment précisément et particulièrement la région, puissent s'emparer du dossier? Alors, je crois que ça se passe au mois de juin. Le président du conseil régional est interpellé donc par le collectif des signataires de la pétition. Et lui, il considère qu'il n'a pas à signer cette pétition puisqu'il est interpellé en qualité de pouvoir public et que, comme tout pouvoir public, il est à même de contribuer à la mise en place de cet équipement lourd, médical lourd. Bien entendu, on aurait pu en parler plus en avant. Faut quand même rappeler que ce n'est pas une compétence du conseil régional. Vous n'en aviez pas l'obligation. Voilà, nullement. C'est une compétence de l'État. D'ailleurs, si on revient au dossier qui a été en 2000 initié en Martinique, il y avait des financements de l'État pour installer un cyclotron en Martinique. Ça remonte à 2000, l'année 2000. Nous allons aborder ce point d'adresse. Donc, nous sommes donc en 2014, en juin 2014. La population de la Guadeloupe s'en
s'empare de cette question-là à travers donc cette pétition, et les pouvoirs publics, comme on le fait habituellement en soutien sur d'autres équipements lourds. Il faut rappeler par exemple que le robot chirurgical qui est au CHU a été cofinancé par le Conseil régional fortement. Des équipements lourds, la reconstruction même du CHU avec tout le réseau routier sera accompagné par la collectivité régionale. Donc on est là dans une réponse à une question de santé, mais pas comme un acteur principal. Mais simplement, il est important, avec l'impulsion du Conseil régional, de donner un coup d'accélérateur pour surtout répondre à quelque chose qui est fondamental. Et je crois que c'est ce que les Guadeloupéens doivent retenir, c'est gommer cette inégalité des chances au regard de la maladie. L'accès aux soins. Exactement. Et il n'y a pas d'autres choses qui peuvent animer aujourd'hui les pouvoirs publics dans cette affaire-là. Il s'agit sûrement aujourd'hui de ne pas continuer une polémique qui serait, à mon avis, vaine avec la Martinique. Au contraire, comme l'a dit d'ailleurs notre invité, de travailler aujourd'hui en complémentarité. On verra tout à l'heure qu'on a tous intérêt aujourd'hui à réfléchir désormais à des outils qui correspondent aux réalités de nos territoires. On doit le faire notamment dans l'industrie avec des chaînes de production qui répondent à des productions pour des bassins de population comme les nôtres. En matière de santé, il faut aussi qu'on soit imaginatif. Et c'est un peu le travail qui a été fait, très clairement. C'est de réfléchir sur un outil qui est adapté à un bassin de population qui n'est pas celui du bassin parisien ou d'autres régions métropolitaines, mais qui correspond parfaitement à notre territoire. Donc on s'est emparé de cela. Il y a bien sûr un collectif qui a travaillé. Il y a beaucoup d'acteurs qui se sont mis en ordre de marche pour proposer en tout cas au gouvernement très tôt une solution dont on va parler tout à l'heure et qui correspond à ce que peut recevoir notre territoire. Alors quels sont dans ce dossier les engagements et les actions initiées par la région ? Alors très concrètement, c'est tout d'abord une autorisation de programme qui permet à la collectivité d'assurer un financement à hauteur de 8 millions d'euros sur le projet de centre d'imagerie médicale. Parce que je crois que très souvent on a parlé du cyclotron, on a parlé de la SEPSCAN, on est sur un équipement global, d'accord, qui permet bien entendu de répondre aux exigences pour le traitement des cancers, mais ça va de la construction du bâtiment jusqu'aux box qui permettront d'accueillir les malades, de faire les examens avec la TEP. Aujourd'hui, c'est aussi une SEM, la SEM patrimoniale de région Guadeloupe, qui est mandatée pour faire toutes les études, qui les a déjà faites, qui a déjà lancé les marchés. Et là, nous sommes sur le point d'attribuer, pour choisir dans un cadre spécifique, l'élaboration et la construction de ce centre d'imagerie médicale. Donc, les crédits sont là et parallèlement, comme l'a annoncé le 9 mai le président de la République, une demande formelle a été adressée à la ministre de la Santé pour un financement à hauteur de 5,2 millions, en tout cas demander à l'État en cofinancement pour que l'État aussi accompagne, comme il s'est engagé à le faire, la mise en place de ce centre d'imagerie médicale. Alors environ 1500 nouveaux cas de cancer sont diagnostiqués chaque année en Guadeloupe, 1200 en Martinique. En absence de TEP-scan et de cyclotron, nous avons eu quelques explications il y a quelques instants sur le fonctionnement de ces équipements, mais en l'absence de cette technologie, en quoi consiste aujourd'hui la prise en charge? C'est une question que je vous pose à vous, Dr Bélia, et également au Dr Roch. On va commencer par le Dr Roch. En quoi consiste la prise en charge des malades guadeloupéens et martiniquais sans TEP-scan et sans cyclotron? Sans TEP-scanner. La procédure, comment ça se passe en général? Sans TEP-scanner, clairement. Sur un certain nombre de cancers, on a eu un problème de connexion, donc j'ai peut-être pas eu initialement ce qu'a dit M. Bélia. Mais sans TEP-scanner, il y a un certain nombre de cancers pour lesquels la prise en charge n'est pas une prise en charge de qualité, parce que le TEP-scanner est indispensable, tant à la détection qu'au diagnostic, puis après au suivi du traitement, de son efficacité. Donc on est dans des conditions où on est obligé, pour un certain nombre de cancers, de faire partir les patients en France avec des gens qui les traitent qui sont des deux côtés de l'Atlantique, et ça c'est pas quelque chose qui est acceptable. Donc on partage tous ce point de vue que cette situation n'est pas une situation qui est conforme à ce qui se fait d'une manière générale. C'est ce qui se faisait il y a une quinzaine d'années, c'est plus ce qui se fait maintenant. Donc ne pas avoir un TEP-scanner pose un problème dans le continuum de la prise en charge des patients atteints du cancer.
Alors, une illustration avec vous, Dr Bélia, point par point, pour ce qui est d'un malade du cancer, mais qui ne peut malheureusement pas bénéficier d'un TEP scan ni d'un cyclotron. Non, mais comme l'a dit le professeur Roch, en absence de TEP scan, il faut quand même savoir que les patients seront pris en charge, que ce soit au CHU Pointe-à-Pitre ou à Fort-de-France, avec l'ensemble des autres techniques, c'est-à-dire l'échographie, l'IRM ou le scanner. Bien entendu, tous ces malades vont être entre guillemets staffés dans le cadre de réunions pluridisciplinaires qui associent les professionnels de santé tels que les chirurgiens, les médecins spécialistes d'organes, les oncologues, les radiothérapeutes. Et bien entendu, si l'état du patient le nécessite, il sera de toute façon transféré en métropole pour réaliser cet examen. C'est pas forcément toujours possible. Alors le souci, vous voyez, Julie Aristide est l'exemple criant, c'est que certains patients ne peuvent pas prendre l'avion parce que leur état de santé ne le permet pas. Et donc, il faut avouer que dans ces cas-là, on traite, je dirais pas qu'on traite à l'aveugle, mais dans le cadre, par exemple, de Madame Aristide, on a été forcé de lui donner le traitement maximum, alors qu'un TEP scan aurait peut-être permis de bien mieux adapter son traitement. On va voir dans quelques instants le rapport avec les résultats obtenus quant au traitement et quant aux améliorations ou pas de la santé du patient. Vous avez une statistique, les Américains qui effectuent les examens TEP scan depuis très longtemps ont mené une énorme étude sur plus de 10 000 patients. Cette étude a démontré de façon claire que sur 10 000 patients, lorsque vous réalisez le bilan traditionnel sans TEP scan et que vous décidez d'un traitement, dans 49% des cas, une fois que le TEP scan a été réalisé, la prise en charge thérapeutique sera modifiée. Ça veut donc dire que les chances aussi, vous avez une chance sur 2 d'avoir un traitement qui sera modifié. Et donc, bien entendu, votre qualité de prise en charge qui en découle, vous avez donc 50% de chance d'avoir un traitement qui est modifié par la réalisation de TEP scan. Ce sont vraiment des chiffres très impressionnants. Alors, vous citiez le cas de Julie Aristide. Où en êtes-vous aujourd'hui dans votre combat ? Dans mon combat personnel, on peut dire que j'ai passé le plus difficile, puisque je n'ai plus de traitement, je suis en rémission. Mais comme l'a dit Dr Bélia, du fait que je n'ai pas pu bénéficier d'un TEP scan quand mon cancer a été diagnostiqué, eh bien, j'ai eu la plus forte dose et le plus long traitement qu'on peut donner pour le type de lymphome que j'ai eu, donc la maladie de Hodgkin. Ça signifie aujourd'hui que j'aurais peut-être pu me passer probablement de la moitié ou du bon tiers de ce traitement, qui est quand même très très lourd et qui laisse des séquelles au point de vue physique. Donc c'est un peu ce que vous craignez, les séquelles. Non, les séquelles, écoutez, je vais bien, je vais pas me plaindre. Je vais très bien. Forcément, la chimio, ça laisse des traces, on prend du temps à s'en débarrasser. Mais je vais pas me plaindre aujourd'hui. Vraiment, le plus dur est derrière moi. Donc voilà. C'est vrai qu'après, j'ai rencontré de nombreux patients pendant toute la mobilisation très active qu'on a menée l'année dernière pour la pétition, qui, comme moi, étaient sous traitement ou qui avaient fini leur traitement ou qui allaient en démarrer un. Et je peux vous assurer que ça change vraiment la donne de pouvoir justement adapter un traitement par rapport à un diagnostic très très fin de votre pathologie, parce que c'est tellement dur à vivre, là c'est la réalité, c'est tellement dur à vivre que une cure, 2 cures, 3 cures de chimie en moins, vous ne pouvez pas imaginer le bonheur que ça peut vous procurer. De vous dire, mais voilà, on fait, la Dr Bélia vient de dire, 49% des cas, on change le traitement. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on vous donne un traitement au départ, et qu'après avoir fait un TEP scan, on se rend compte que les lésions ne sont pas forcément celles qu'on avait. On adapte. Voilà, ou en gravité, dans un sens comme dans l'autre. Ça peut être aussi dans un cas, on va dire un peu moins avantageux que de découvrir qu'on est déjà en rémission. Vous pouvez avoir une détection d'une lésion qui n'avait pas été connue au départ, et dans ce cas, on est obligé de passer un traitement plus dur. Sauf qu'on ne va pas attendre la fin du premier traitement
pour passer à une autre étape. Et donc, vous avez un gain dans votre chance de survie qui est phénoménal. Ça se joue à quelques mois près. Je veux dire, on en est à ce stade de réalité, quoi. Je veux dire, le cancer, quand il commence à s'installer dans votre corps, on n'est pas, voilà. Ça peut être plusieurs mois, mais ça change vraiment la donne. Ça change véritablement la donne. Vous avez quand même pu bénéficier de l'analyse d'un TEP scan. Absolument. Vous avez dû vous déplacer. Tout à fait, à 2 reprises. Donc, je n'ai pas pu avoir le TEP scan de référence de départ, qui dans le cas de la maladie de Hodgkin est vraiment l'examen de référence. Donc, en l'occurrence, le cancer que j'ai eu fait partie des cancers qui, justement, voilà, a cette nécessité de... Aujourd'hui, on ne traite pas un lymphome sans TEP scan de départ. C'est une cartographie très précise. Hein. Le lymphome étant un cancer du système lymphatique, vous avez une imagerie un peu proche. Il est classé dans les cancers un peu comme la leucémie. Donc, vous pouvez, voilà, c'est pas le même type de cancer que les cancers qui sont métastasés ou voilà. C'est très particulier et donc, n'ayant pas eu ce TEP scan, il a fallu que j'attende la moitié de mon protocole pour aller en faire un. Et ensuite, j'en ai fait un deuxième à la fin de mon protocole pour savoir si j'étais véritablement en rémission ou pas. Donc voilà pourquoi j'ai eu quasiment 9 mois de chimiothérapie au lieu peut-être de 4 ou 5 mois. Quoi. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez pu reprendre une activité à la fois sociale et professionnelle ? Oui, professionnelle évidemment. Alors c'est vrai que sociale, mais j'ai finalement toujours eu une activité sociale. Vous avez toujours été impliquée. Voilà, puisque dès le départ, en fait, dès cette fameuse émission qu'on a fait à la télévision il y a plus d'1 an, et que la pétition a suivi dès le mois de juin après, j'ai été de toutes les mobilisations et de toutes les actions. Donc bon voilà, je suivais alternativement une semaine de mobilisation, une semaine de chimio, quoi. Ça a été un petit peu ça, mais j'ai quand même eu une vie sociale et je pense que ça aussi c'est très important dans le parcours du malade, quoi.